Hello, moi c'est Lucie, une entrepreneure du bien-être. J'ai eu l'idée de créer Luciole, un podcast permettant de mettre en lumière les graines d'étoiles qui œuvrent pour le bonheur. Les lucioles symbolisent l'espoir, la guidance, l'inspiration, la clarté et incarnent l'expression de soi nous rappelant que même dans les moments les plus sombres, il y a une lumière qui peut guider notre chemin. En espérant que ce podcast puisse vous inspirer et participer à votre évolution intérieure. Bonne écoute! Le bonheur est une luciole qui brille dans nos nuits. On aimerait le garder, on peut juste le regarder. Bonjour Pierre. Bonjour Lucie. Merci de m'accueillir aujourd'hui. C'est un grand honneur de pouvoir t'interviewer, si le mot est juste. Donc l'idée, c'est de faire découvrir ta pratique. Donc avant ça, si tu peux faire une petite présentation de qui tu es, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Pierre, je vis à Besançon. Je suis papa de 2 garçons et depuis maintenant plusieurs années, je dirais à peu près 9 ans, mais sans doute plus en réalité, je suis ce qu'on appelle la voix Wakan, qui se traduirait par la voix sacrée. Voilà. Alors je vais aujourd'hui présenter, d'accord, pour toi et pour les personnes qui nous écoutent, en quoi consiste cette voix Wakan. Très bien. D'accord ? Très bien. Alors, déjà, la voix Wakan, ça vient donc d'une langue sioux, ça vient du Lakota, qui se traduirait par sacré ou mystère, voilà. Et c'est une voix dans laquelle, en fait, on va essentiellement porter l'attention sur ce qui concerne nos mémoires. Voilà. Donc, on a, pour enregistrer des mémoires, on va soit utiliser notre cerveau, qui lui, du coup, dans lequel on va enregistrer nos connaissances, notre savoir, mais cette voix, elle va surtout se porter sur les mémoires du corps. Alors, comment l'expliquer plus clairement ? Cette voie, elle va consister en gardant, à essayer de développer en permanence une présence à soi, une présence corporelle. Ça passe au travers, on va dire, déjà au départ, pour la développer, on va commencer par la méditation. Donc, la méditation, les yeux fermés, comme un petit peu on peut le voir en général. Cette pratique va être un petit peu ce qui va permettre de développer toute la suite qui est cet état de présence à soi-même au quotidien, les yeux ouverts. Tu vois, par exemple, là, pendant que je te parle, tout en étant attentif à mes mots et à ta présence, je garde à l'intérieur de moi une présence à mon corps et je suis vigilant, on peut dire, je suis présent et je ressens ce qui va circuler à l'intérieur de mon corps. Cette voix, je ne l'ai pas apprise, c'est moi qui... Enfin, on ne me l'a pas apprise. C'est moi qui je l'ai apprise par moi-même. Voilà. Alors, j'ai rencontré quand même des gens sur mon chemin, j'ai rencontré ce qu'on peut appeler des maîtres sur mon chemin, qui m'ont amené à développer cette pratique. Mais quoi qu'il en soit, je l'ai développé par mes propres moyens. Et parce que, alors à l'époque, si j'ai développé tout ça, c'est parce que j'ai été affecté par des problèmes de santé. Donc, il y a 9 ans, j'ai eu un accident de la route, donc, dans lequel j'ai eu un coup du lapin. Et c'est ce qui a été un petit peu l'initiateur de tout le cheminement pour développer cette pratique. C'était donc avec un objectif de guérison. Voilà. Donc c'est suite à cet événement que tu as vu que tu avais des dons, que tu as perçu des nouvelles sensations. Alors c'est suite à cet événement que j'ai perçu des sensations, voilà, on peut le dire. Mais après, à l'époque, les sensations comme je les percevais, c'était plutôt désagréable. C'était quelque chose de très désagréable.
Et donc, j'étais en souffrance par rapport à toutes ces perceptions. C'est la première fois que ça t'arrivait de Oui. ta vie, d'accord. Oui, c'est la première fois que ça m'arrivait. Alors en fait, cet accident, ce qu'il a provoqué, c'est... Donc j'avais ce qu'on appelle des acouphènes. Je faisais ce qu'on appelle de la photophobie. C'est quand on ne supporte pas plus la lumière. Je ne supportais plus la lumière du jour ou toutes les lumières. Donc au début, je portais toujours des lunettes de soleil. Les acouphènes, donc avec une sorte de bourdonnement permanent dans l'oreille. Même au niveau des odeurs, tous les parfums étaient beaucoup trop forts, toutes les odeurs étaient beaucoup trop fortes. Et au niveau du toucher, j'étais très affecté dans le sens où je n'avais plus du tout les mêmes perceptions. C'est-à-dire que je savais quand une personne me touchait ou je sentais quand je touchais, et c'était comme si j'avais un gant de paraffine sur la main. Et du coup, toutes les sensations étaient autres. Et j'avais le sentiment réellement de ne pas être dans mon corps, d'être à côté de mon corps. Voilà. Et est-ce que les médecins ont pu t'expliquer que c'était une raison, ça c'était lié à l'accident? Alors, déjà, ce qui s'était passé, c'est que les médecins, en fait, on a mis beaucoup de temps avant de déceler la problématique que je rencontrais. Donc, on a mis 5 semaines avant d'avoir un diagnostic. Et c'est donc, en fait, il a fallu faire des examens plus poussés pour déterminer que j'avais ce qu'on appelle une fuite au niveau de du canal céphalorachidien. Et qui, pour cette perte de liquide, entraînait du coup, alors j'avais également, et c'était ça ce qui me faisait le plus souffrir, des céphalées permanentes, donc des céphalées en casque, donc un mal de tête en permanence. Et à cause de la perte de ce liquide. Voilà. Et donc, alors, le diagnostic a été posé au bout de 5 semaines. Je souffrais de ce qu'on appelle un syndrome d'hypotension intracrânienne. Voilà. Donc, c'était ça le diagnostic. Alors, donc au niveau de la médecine, on va dire moderne, donc j'ai subi deux opérations, donc qu'on appelle, on sait pas, ce sont pas des très grosses opérations, mais on appelle ça un blood patch. En fait, on va prélever du sang qu'on va réinjecter dans le dos, dans le but d'aller colmater la brèche, sachant qu'on ne sait pas exactement là où elle est. Donc j'ai fait ça, et puis j'ai fait ça 2 fois. Et au bout de 6 mois, donc, dans laquelle j'étais toujours en souffrance, le médecin qui me suivait, le neurologue, m'avait dit à l'époque qu'on était arrivé aux limites de la médecine. Voilà. Que par rapport aux connaissances actuelles, on n'avait rien à me proposer. Alors, il m'avait orienté, il m'avait dit que je pouvais éventuellement, si vraiment j'étais motivé, aller en Allemagne où ils ont développé des moyens de recherche plus avancés. Mais de manière générale, voilà. Alors, il avait eu d'autres patients qui avaient été affectés par les mêmes soucis de santé. Et du coup, il m'avait dit, il y en a qui ne s'en remettent jamais. Il y en a qui ont des guérisons au bout de 10 ans. Il y en a d'autres... voilà. Et en fait, c'était globalement, on ne sait pas, il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle, quoi. Voilà. Il n'y a pas de remède, il n'y a pas de règle. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé d'aller explorer d'autres voies pour obtenir ma guérison. Sur le coup, tu l'as vu comme une fatalité ou au contraire, tu t'es dit dans la résilience, allez... sur le coup, j'étais plutôt... j'étais plutôt dégoûté. Parce que je me disais, non, mais en fait, moi, je peux pas continuer à vivre ainsi. Voilà. C'était invivable. Je ne pouvais plus passer du temps entouré d'amis. La vie en société était très difficile parce que, en fait, je n'avais plus de filtre. Donc,
Par exemple, quand il y a du monde dans une pièce, quand on discute, notre cerveau, naturellement, lui, il va mettre en place des filtres pour qu'on puisse se concentrer sur la conversation. Alors que moi, n'ayant plus ces filtres, je percevais toutes les conversations de la même manière. Donc c'était très difficile de se concentrer. Puis c'était fatigant, ça me faisait mal à la tête. J'avais toujours mal aux oreilles. Voilà, c'était très fatigant. J'entendais tout. Quand on était à table, j'entendais tous les petits bruits auxquels on ne porte pas attention d'habitude. Mais en fait, quand on mange, il y a plein de tic-tic. Puis t'as pas vu la chose d'une manière magique. J'ai des nouveaux dons. À cette époque, c'était juste une souffrance. Non, voilà, oui, c'était vraiment insupportable. Non, oui, clairement. Et au début, du coup, le médecin qui me suivait m'avait prescrit des médicaments. Donc j'ai pris pendant 1 semaine. Mais en fait, avec ces médicaments, ils étaient tellement forts, c'était des neuroleptiques. Et que quand je lisais, je comprenais plus rien à ce que je lisais. Je voyais que c'était une voie qui allait m'amener à devenir un légume, quoi. Enfin, voilà. Donc, alors ça calmait les douleurs, mais pour autant, je me suis dit non, mais moi je peux pas accepter ça, je n'ai pas envie de tomber dans cette voie, donc j'ai commencé à explorer d'autres voies. D'accord. Alors j'ai vu beaucoup de thérapeutes. En sachant qu'avant, tu étais déjà un peu axé sur le spirituel ou tu étais très terre à terre Non, j'ai toujours été... un petit peu ouvert quand même. Je sais pas, un petit peu. J'ai toujours, on va dire... me suis toujours senti très connecté au grand esprit, à la création. Depuis ton enfance. Oui, ça, depuis mon enfance. Je peux le dire, je suis croyant depuis toujours. Après, je n'ai pas de... pratique religieuse en soi, voilà. Même si j'ai été élevé dans la religion chrétienne, moi à titre personnel, je n'ai jamais vraiment développé des pratiques religieuses. Par contre, j'ai toujours cru en ce que j'appelle Wakantanka. Tu l'as nommé après ça? Non, déjà avant. C'est et pour pourquoi ça que j'ai choisi. Ce nom, parce qu'il m'a toujours parlé. Voilà, c'est... ça t'est venu comme ça? Ça m'est venu comme ça et en fait, je l'ai découvert au travers de livres. Voilà, cette appellation. Donc en lisant des ouvrages sur les... Voilà, c'est des ouvrages qui sont des ouvrages qui m'ont... Il y a une vraie origine, il y a une vraie source à ce mot. Oui, bien sûr, Wakantanka, donc c'est la tradition le grand mystère ou le grand esprit chez les Sioux Lakota. En tout cas, le nom t'est venu avant de le connaître, de savoir d'où il venait. Ou tu l'as vu et ça t'a parlé? Non, je l'ai lu sans doute très tôt, mais je l'ai oublié, on va dire, et il est revenu. D'accord. Mais c'est plutôt, alors là, je dirais... plutôt quand j'avais genre 20 ans. D'accord. Et l'accident, à quel âge il est arrivé d'ailleurs? À 30 ans. J'avais 28 ans, entre 28 et 29 ans. D'accord, ok. Très bien. Voilà. Et du coup, combien de temps a duré... Donc, la douleur, voilà, ça a duré quelques mois du coup. Et ensuite, tu t'es dit, maintenant, je vais vivre avec. Donc, c'est là que tu t'es tourné tout doucement vers des maîtres, ou du moins des maîtres sont venus à toi et tu as réussi à le transformer pour en faire un don. Et puis... à partir de ce moment-là, j'ai surtout commencé à m'orienter vers d'autres médecines. C'est surtout ça. Parce que là, j'étais allé jusqu'à maintenant toujours sur la voie de la médecine moderne. Et j'ai décidé d'aller explorer d'autres types de médecine. Donc j'ai vu des acupuncteurs, j'ai vu des ostéopathes, des énergéticiens, des magnétiseurs. J'ai fait du shiatsu, j'en ai fait beaucoup. Ça t'aidait un petit peu ou à chaque fois? Oui, alors sincèrement, chaque pratique était en fait m'amenait davantage à mieux me connaître et à progresser
Donc c'était vraiment, il n'y a rien à enlever, tout était bon à prendre. Et vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé à mieux me connaître, mais aussi du coup à progresser dans la guérison. Pour autant, je souffrais toujours des symptômes. Voilà, c'était ça le problème, c'est que j'avais toujours ces symptômes qui étaient handicapants. Donc moi, pendant toute cette période, j'ai été arrêté. J'ai été arrêté au niveau professionnel. Je n'ai pas travaillé pendant 1 an et 8 mois, je crois. Voilà. D'accord. Ouais. Donc, parce que c'était arrivé dans le cadre de mon précédent travail. Donc, je travaillais dans la construction de camps de réfugiés. D'accord. Et au retour de la construction d'un camp de réfugiés, j'étais au Cameroun. J'ai eu cet accident. Et tous les soins, tu es revenu en France pour les faire? Oui, donc tous les soins, j'étais en France à ce moment-là. Ouais. D'accord. Donc, voilà, j'ai exploré beaucoup de voies de guérison. Et je suis retourné au Cameroun, voilà, à titre personnel, parce que j'avais un enfant qui m'attendait là-bas. Donc, je suis retourné pour la naissance de mon enfant, Achille. Et lorsque j'y suis retourné, donc là-bas, les gens me parlaient beaucoup de sorcellerie. Voilà. Et on m'a orienté vers un guérisseur traditionnel qui a été pour moi voilà, une rencontre voilà, qui m'a marqué, qui restera toujours un événement vraiment marquant de ma vie. Oui. Voilà. On fera d'ailleurs un podcast au sujet de tes maîtres, comme on a dit. Voilà, exactement. Parce qu'il n'y en a pas qu'un, donc je pense que c'est important de bien expliquer. Voilà. Après, le premier qui m'a mis sur la voie pour percevoir les choses d'une autre manière, c'est un maître yogi qui, lorsque j'étais allé le voir, m'avait dit que j'avais reçu un don. Il m'avait dit, mais tu as reçu un don. Et alors moi, j'étais là, d'accord, mais bon, ce don, je m'en passerais bien. Avant ton accident, il te l'a dit. Donc non, il m'avait dit ça justement, en fait, après avoir vu les médecins. Quand le médecin m'a dit qu'on était arrivé aux limites de la médecine, quand j'ai commencé à explorer donc plusieurs voies, j'étais allé voir un maître yogi avec lequel j'ai commencé à pratiquer le yoga. Et j'avais fait un soin avec lui et il m'avait dit ça. Il m'avait dit que, en fait, au travers de cet accident, j'avais reçu un don. Et il m'avait dit qu'il y a des gens qui, toute leur vie, travaillent pour obtenir ce que j'ai. Alors moi, je lui ai dit, il est bien gentil, mais bon, moi, je m'en passerais bien parce que moi, j'en souffrais. Et là, il m'a dit, voilà, maintenant, ce qui se passe, c'est comme toi, tu as eu ça par accident, il va falloir que tu fasses maintenant tout le chemin inverse. D'accord. Donc, que tu repartes sur la base de tes symptômes pour retrouver une normalité. D'accord. Voilà. Voilà, et donc ça a été quand même lui c'est lui qui, on va dire, a été le premier à m'amener à peut-être voir les choses autrement, sous un autre aspect. Voilà. Ok, très bien. Et ensuite, donc, pour en revenir au Cameroun, là, ça t'a approfondi dans cette donc au pensée. Cameroun, donc là, il y avait encore quelques mois qui sont passés. Donc voilà, au Cameroun, je me suis surtout concentré sur mon enfant. Voilà. J'ai rencontré donc ce guérisseur dont on parlera une autre fois. Et en parallèle, en fait, je m'étais inscrit à Vipassana, voilà, qui est donc Vipassana, qui est une voie dans laquelle qui propose. Alors en France, il y a différents centres où on va faire des retraites pendant 10 jours en silence et dans lesquelles on va apprendre une technique de méditation. Voilà. Et cette technique de méditation qui est vraiment la base de
tout le reste de ma pratique, clairement. Hein. Ça, c'est sûr que j'aurai toujours énormément de reconnaissance envers la personne qui a partagé cette voie à travers le monde, qui s'appelle Goenka. C'est un indien, un maître indien. Et puis je remercie surtout un ami, j'en profite pour le citer, Guillaume, qui a été le premier à me parler de Vipassana. D'accord. Voilà. C'est donc à Vipassana que j'ai commencé à développer. Donc là, c'était vraiment... Donc c'est une méditation assise, les yeux fermés, dans lequel on va apprendre à ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur de soi. Voilà. Ça t'a attiré plus qu'une, parce que si j'entends bien, il y a plusieurs propositions de stage, et celle-ci t'a attiré plus que les autres. Oui, alors alors c'est pas des stages, hein, ce sont des retraites, voilà, c'est une retraite. Alors celle-là, elle m'a beaucoup attiré parce qu'elle elle est basée sur le don, donc c'est vraiment... et puis surtout ce qui m'a beaucoup attiré, c'est que ça permettait vraiment d'être sur un temps long, globalement, voilà, passer 10 jours, et c'était vraiment 10 jours avec soi-même. Ouais, c'est beaucoup ça qui m'amenait, parce que je me disais, bon, maintenant, voilà, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Donc là, ça faisait un peu moins d'1 an que j'étais affecté par mes problèmes de santé. Voilà, essayer d'aller chercher plutôt que d'aller toujours chercher un moyen de guérir. C'était déjà aller essayer de comprendre la source des choses, pourquoi j'en suis là. Et peut-être en partant de ça, j'arriverai justement à obtenir la guérison. C'est courageux parce que la plupart des personnes, en général, voilà, c'est ce côté, on prend des médicaments, on endort la douleur et puis basta, on met de côté. Alors que là, assez rapidement, par rapport à toutes tes souffrances, tu as quand même eu le courage d'aller voir le problème à son origine. Et je pense que c'est... Ça, c'est sûr que c'est vraiment la chose que si je pourrais donner un conseil à toute personne qui est malade, c'est sûr que le meilleur conseil que je pourrais lui donner, ce serait explore. Et tant que tu es affecté par la maladie, continue à explorer pour trouver la voie qui te permettra d'atteindre une pleine et entière guérison. Puis c'est le langage du corps, c'est juste le corps qui cherche à nous communiquer quelque chose qui ne va pas. Comme un voyant sur une voiture qui pourrait nous indiquer quelque chose. Exactement, ça. Ouais. C'est ça. Et après, il n'existe pas une voie, mais des voies. Et à chacun de trouver celle qui lui correspond et celle qui va nous amener à... En tout cas, c'est ce côté à ne être pas... bien dans son corps, dans son esprit. Mais ne pas fuir la chose, mais au contraire, vraiment la regarder en face. Et puis, c'est peut-être ça notre plus gros cadeau, finalement. Exactement. Alors, ce qui est sûr, c'est quand tu parles de cadeau, c'est que ce qui, à l'époque, était pour moi donc un fardeau. Bien sûr. Et aujourd'hui, clairement, un présent, un cadeau de la vie. Cet accident, parce que tu l'as décidé aussi. Cet accident a été un véritable présent de la vie. Pour autant, ça n'a pas été un chemin facile et ça demandait de la volonté, ça demandait d'être actif et d'être acteur de sa vie. Oui. Mais ça donne espoir parce que finalement, dans les plus durs moments de nos vies, peut-être que c'est là que naissent les plus beaux arcs-en-ciel avec oui, exactement. Il y a Alexandre Jolien qui est un écrivain qui est porteur d'un handicap et il dit que justement c'est ça, c'est à travers nos faiblesses que l'on retrouve toujours notre capacité à justement à nous dépasser et qu'on trouve la force nos vraies ressources finalement d'obtenir, exactement. C'est joli.
Donc voilà, alors on va en revenir peut-être à Oui, cette oui, fameuse oui. pratique. Oui, Là. très bien. Donc Ouais, ouais. la Ça nous a voix... fait une très très grande parenthèse. Et du coup, c'est très bien. Ouais, ouais. Donc, on en était à l'étape de revenir à son corps dans ta pratique. Voilà. Voilà, la première partie qui est donc la méditation. Voilà. Alors dans cette voie Wakan, en fait, cette voie Wakan, elle consiste déjà tout d'abord à dire que il y a du sacré en chaque chose. Et tout ce qui... On peut trouver du sacré dans tous les événements de notre vie à chaque instant. Toutes nos rencontres, tout ce que l'on perçoit au travers de nos sens est sacré. Et pour s'enrichir de toutes ces choses que l'on perçoit autour de nous, du coup, on va utiliser notre corps comme outil de mémoire. D'accord ? Alors, notre corps, lui, c'est notre bagage dans cette vie. Voilà, dans cette vie ici sur Terre. Et lui, il a justement cette capacité à mémoriser tout ce qui se passe. En réalité, là, aujourd'hui, tel que je suis, j'ai en mémoire l'ensemble de mon vécu à l'intérieur de mon corps. Et si on veut même aller plus loin, transgénérationnel aussi. Pour ceux qui y croient ou pas, mais Oui. en tout cas... Bien, alors, on peut le dire. Et puis ça peut s'expliquer de manière médicale concrètement. Oui, par de toute façon, en fait, au sein même de mais dans ce cas, on peut dire transgénérationnel, mais on pourrait même dire oui. à l'origine même de la création du vivant. Oui, oui. Parce que notre ADN n'est que l'évolution d'un ADN originel. Voilà. Donc, de toute façon, oui, on a en soi la mémoire de toutes les pierres, de tous les végétaux et de l'ensemble des règnes animal et du vivant. C'est intéressant de le voir. Donc, ayant ça en soi, donc cette pratique, elle va consister donc à toujours développer un état de présence à soi. Lorsque... Alors, je donne souvent cet exemple aux gens parce que je trouve que c'est un exemple assez parlant. On imagine que on est en train de marcher dans la rue, on va traverser un passage piéton, et là, au moment de traverser, il y a une voiture qui déboule juste devant nous. À ce moment-là, on va avoir une émotion qui va monter en soi, qui va nous traverser, et on va avoir une réaction. La réaction, elle va dépendre de l'émotion que ça va réveiller en soi. Il y a des gens chez qui ça va réveiller beaucoup de colère, alors ils vont se mettre à insulter le chauffard, etc. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus introvertis et qui vont plutôt renvoyer sur eux-mêmes, qui vont se dire « Ah, j'ai eu peur, oh bon sang, j'ai failli y passer, etc. » Il y en a d'autres qui vont rester stoïques, et voilà. Donc, bref, peu importe la réaction, on aura tous une réaction qui va être en rapport à l'émotion que l'événement aura provoqué en nous. Voilà. Mais si on est attentif à ce qui se passe dans notre corps, ce qui fait naître l'émotion, c'est une sensation physique. Et cette sensation physique, lorsque l'on n'est pas attentif à ce qui se passe à notre corps, on va aller, du coup, faire une forme de nœud, ce qu'on appelle un nœud énergétique dans notre corps, et du coup on va continuer la journée, on va porter cette sensation avec soi, et c'est ce qui va faire que on va avoir telle ou telle attitude dans la journée. On peut être de mauvaise humeur, on ne sait pas forcément pourquoi, mais en fait c'est parce qu'on transporte avec soi cette sensation. Voilà. Je me permets de rebondir dessus parce que la première fois que je suis venue te voir, j'ai eu la sensation comme si en moi c'était une nationale avec des bouchons, avec des péages de partout, et dès que je suis repartie, c'était l'autoroute, et c'était déjà une voie beaucoup plus large, fluide, et voilà, c'est cette sensation en tout cas que j'ai ressentie. Voilà. Ouais, c'est cette énergie qu'on a chacun
en soi et puis que l'on partage voilà, avec l'ensemble de l'univers, on peut dire, qui, justement, c'est ça, circule à l'intérieur de soi. Et juste si on veut revenir à ton exemple, est-ce que les sensations qu'on a par rapport à un traumatisme, ça veut dire, par exemple, si on a de la colère par rapport à cette voiture qui passe, ça veut dire on aurait pu vivre cet événement, ça vient refaire jaillir quelque chose ou... Voilà, c'est ça. Ça vient réveiller en soi des mémoires. D'accord. Donc, l'événement vient réveiller en soi des mémoires. D'accord. Et comme je te l'ai expliqué, comme je l'ai expliqué avant, donc on a à l'intérieur de soi les mémoires de l'ensemble de notre vécu. Donc dans ces moments-là, les mémoires de notre vécu passé va se réveiller parce que cette sensation, elle fait écho à une sensation que l'on a ressentie donc ce qu'il faudrait, c'est d'être dans notre vie. Oui, ce qu'il faudrait, c'est en être attentif, se poser, de se dire, ok, là, je viens de vivre ça, et puis de l'accepter plutôt que de le mettre de côté, effectivement, et d'en faire un nœud. Exactement. Alors après, sans avoir besoin de se poser, avec la pratique, et en fait, automatiquement, si on garde une présence à son corps, dès qu'un événement va se produire, quel qu'il soit, parce que ça peut être aussi une interaction, on discute avec quelqu'un, une personne, elle va dire une parole blessante, ce moment-là, on ne s'en rend pas compte, mais qu'est-ce qui va faire qu'on va réagir comme ça au niveau émotionnel ? C'est pareil, c'est qu'il y a une sensation à l'intérieur de soi qui se réveille, qui est désagréable, et du coup, à partir du moment où on est attentif à ce qui se passe à l'intérieur de soi, en fait, on va pouvoir mettre en circulation cette énergie. D'accord. Au lieu de la figer en soi, on va la laisser circuler. Et du coup, quand on pratique cette voie que j'appelle la voie Wakan au quotidien, à chaque instant, ça permet en permanence de laisser circuler les choses à l'intérieur de soi. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'aura pas des mémoires qui vont se manifester. Les mémoires vont toujours se manifester. Par contre, le fait de les ressentir et de les laisser circuler à l'intérieur de soi, en fait qu'on ne va pas s'y attacher et du coup, on va pouvoir continuer à vivre et à être bien, on va dire à chaque instant. Attentif aux signes, comme tu l'as dit au début, c'est que tout est sacré, donc voilà. Exactement, comme tout est sacré, et en fait, chaque événement qui va se produire va être une réponse. Est un enseignement, en fait, est une expérience qui nous est donnée, de dire, ah tiens, voilà où j'en suis par rapport à ces mémoires, à ces émotions, etc. La base de la pratique, déjà, repose sur l'attention à la respiration. Voilà, donc notre respiration, elle va se moduler en permanence en fonction des émotions. Par exemple, avant, prendre la parole, par exemple, pour une interview, prendre la parole devant un public, c'était quelque chose de très difficile pour moi. Dès que je prenais la parole en public, j'en tremblais tellement ça me stressait. Et j'avais le cœur qui battait. Vraiment, ça provoquait beaucoup de stress et d'angoisse chez moi. Et maintenant, si je vais prendre la parole, qu'est-ce qui se passe ? C'est comme je vais porter attention à ce qui se passe à l'intérieur de moi, je vais pouvoir, en conscience, moduler tout ça et revenir à un calme intérieur et à être détaché, en fait, de ce qui se passe à l'extérieur. Parce que je reviens au centre, je reviens à moi-même. Pour ça, je peux utiliser donc la respiration, mais après, la respiration, c'est aussi un des outils de base. Après, ça devient, à force de pratique, ça devient instinctif. Ancré. Donc, au départ, par exemple, on peut s'entraîner à porter de l'attention essentiellement sur nos pieds. Par exemple, on va marcher dans la rue et on va porter de l'attention à chacun de nos pas. Voilà, on porte vraiment attention à ça. Après, on peut aussi s'entraîner à porter de l'attention dans nos mains. Parce que les pieds et les mains sont quand même des réceptifs, des capteurs. Des capteurs, voilà. C'est assez... ils sont plus faciles pour ressentir les sensations. Mais en réalité, on peut ressentir partout sur chaque
millimètre carré de notre peau. Voilà. Donc ça va être tout ce qui va être au début en surface. Et après, on peut aussi aller, avec la pratique, au départ, on va rester plutôt sur la surface du corps. Et après, on peut aussi aller donc ressentir ce qui se passe au niveau de nos organes. Et à chaque fois, en fait, on va permettre de mettre en circulation cette énergie à l'intérieur de soi. Et donc de ne pas faire de nouveaux nœuds énergétiques. De se libérer en tout cas de nœuds existants et puis d'avancer plus légèrement. Voilà, exactement. Donc la pratique est simple, hein, dans les faits. C'est du coup simplement en permanence de garder une attention à ce qui se passe à l'intérieur de soi. D'accord, voilà. Très bien. Et être conscient que chaque événement est sacré. Que tout ce qui se passe dans notre vie, à chaque instant, est sacré. Voilà. C'est donc en ça que consiste la Wawakan. Lorsque l'on porte attention à ce qui se passe à l'intérieur de soi, on est d'autant plus, en réalité, capable de capter ce qui se passe à l'extérieur de soi. C'est là tout le paradoxe. Voilà, et tout le mystère de la chose. Plus je porte attention à ce qui se passe à l'intérieur de moi, plus je suis apte à capter ce qui se passe à l'extérieur. Je vais avoir de l'attention à ce qui se passe en moi et je vais capter tous les sons, tous les oiseaux qui chantent, donc les différents sons. Je vais avoir une acuité visuelle beaucoup plus développée. En fait, l'ensemble de mes sens vont se développer davantage que je porterai attention à ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. C'est là toute la clé et toute la magie de la Wawakan. Ça fait juste un parallèle que plus on pense à soi, plus on pense aux autres, dans le sens où mieux on est avec soi-même, mieux on est avec les autres. C'est un beau parallèle, voilà. J'aime bien, c'est vrai, c'est exactement parce ça. qu'on pense des fois que penser à soi c'est égoïste et en fait... En effet, c'est sûr que plus on prendra soin de soi et plus on sera capable de prendre soin des autres. Très bien, merci. Merci. Si vous aussi, vous souhaitez que votre parole soit mise en lumière, n'hésitez pas à m'écrire un message. Luciole, la lumière dans l'obscurité.